Tout a commencé avec une femme. Nous l'appellerons Valérie. Le fait que ce soit son vrai nom n'a pas d'importance, puisque son vrai nom a été oublié, même par elle. Valérie était une jeune femme, mais que beaucoup décriraient comme une très vieille âme. Elle s'est rendue dans des endroits étranges, a vu des choses terribles et est entrée en contact avec des personnes dangereuses. Comme beaucoup de gens qui ont eu une vie difficile, Valérie a essayé de se soulager autant qu'elle le pouvait en faisant la fête, en jouant aux jeux de hasard, en s'achetant des choses très chères. Après tout, elle était là pour passer du bon temps, et elle voulait en profiter au maximum pendant qu'elle en était encore capable. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans la section des joueurs de haut niveau d'un club privé très sélect de New York. Ils avaient les meilleures boissons, le personnel le plus prévenant et des divertissements des plus surprenants. Mais c'est le genre de prestations exceptionnelles que l'on est en droit d'attendre d'un club dirigé par l'une des entreprises clandestines les plus puissantes et les plus influentes du monde, Marshall Carter & Dark Ltd. Valérie n'avait aucune idée de qui était le propriétaire du club. Elle était venue ici avec un ami fortuné. Enfin, le qualifier d'ami est peut-être un peu exagéré. Elle était ici avec quelqu'un qu'elle avait rencontré plus tôt dans la soirée. Puis, alors qu'elle sirotait son verre et faisait une autre partie de blackjack, elle réalisa que ce dernier avait disparu. Tant pis, elle n'avait personne d'autre qu'elle-même à satisfaire, et les clubs de Marshall, Carter & Dark offrent beaucoup de plaisir, aussi longtemps que vous pouvez payer. Le problème de Valérie est qu'elle n'a pas les moyens financiers pour continuer à vivre de leur largesse, et son réveil va être brutal, car elle va découvrir à quel point ces mystérieux hommes d'affaires attachent de l'importance à leur profit. Si elle avait pris le temps d'y réfléchir, elle aurait pu remarquer qu'elle n'était pas à sa place parmi le reste de la clientèle. Des hommes d'affaires fortunés et des manias louches en costume. Que faisait une fille comme elle dans un endroit comme celui-là? À moins, bien sûr, qu'elle ne soit là pour une toute autre raison. Finalement, une facture a été présentée à Valérie. « Oh, ce n'est pas pour moi », a-t-elle dit au serveur. « Mon ami s'occupe de tout. » Quand elle a voulu se diriger vers l'homme riche qui l'avait amenée ici, elle se rendit compte qu'il n'était nulle part. « Je crains que le monsieur auquel vous faites référence ne soit parti il y a quelque temps, » lui dit le serveur. Valérie fut déçue, mais ce genre de choses lui est déjà arrivé. Elle prit son sac à main. Elle allait devoir payer pour elle, ce soir-là. « D'accord, combien je vous dois ?» dit-elle en prenant une poignée de jetons dans sa pile. « J'ai bien peur que vous ne soyez un peu troublé, » lui dit le serveur, constatant qu'elle ne lui a donné qu'une centaine de dollars en jetons de casino. « Vous ne savez pas ce que vous buvez ?» Valérie a jeté un coup d'œil à la bouteille de champagne posée à côté d'elle, et ensuite aux deux autres bouteilles vides identiques se trouvant juste à côté. « C'est le champagne qu'il a commandé ?» a répondu Valérie. « Oui, » dit le serveur. « Mais ce n'est pas n'importe quel champagne. » Les yeux de Valérie se sont écarquillés à mesure qu'il poursuivait. Ils proviennent d'un millésime très rare et très cher. « Rare comment ?» demande Valérie nerveusement. « Extrêmement rare, » lui dit le serveur. « Chaque bouteille que vous avez bu coûte... » C'est comme si la pièce était soudainement remplie d'eau vive. Les contours de sa vision se sont obscurcis lorsqu'un rugissement lui est parvenu aux oreilles quand elle a entendu la dernière chose que le serveur a dite. Chaque bouteille qu'elle avait bu coûtait 20 000 dollars. Lorsque Valérie a repris ses esprits, elle a été escortée par des hommes de grande taille en costume sombre dans une pièce insonorisée où ils lui ont expliqué la gravité de sa situation. Comme la peur se faisait de plus en plus sentir, elle s'est mise à les supplier. Elle a dit que s'ils lui donnaient un peu plus de temps, elle pourrait rembourser l'argent qu'elle leur devait. Son interlocuteur, au visage solennel, lui a expliqué que Marshall Carter & Dark Ltd. Ne fonctionnait pas comme ça. Cependant, il existait d'autres moyens pour qu'elle puisse rembourser sa dette envers eux. Mais ce serait à leur manière. Ils ont expliqué brièvement que la gestion de clubs privés de luxe pour une clientèle fortunée n'était qu'une partie de leur activité. L'autre partie de leur activité était encore plus élitiste. Une salle de vente aux enchères où des produits vraiment d'exception sont vendus aux plus offrants. Et à bien y réfléchir, ils avaient besoin de quelqu'un, et cela correspondait parfaitement au profil de Valérie. Tout ce qu'ils demandaient, c'était qu'elle passe un certain temps à leur service. Et lorsque la dette serait remboursée, elle retrouverait sa vie normale. Et il y avait une autre chose aussi. Même si elle devait travailler pour eux, le temps ne passerait pas pour elle durant son service. Elle garderait sa jeunesse, ce serait comme si elle n'avait jamais travaillé pour eux. Et en un clin d'œil, elle reprendrait le cours de sa vie. Valérie a pris un moment pour y réfléchir. Elle ignorait si ces hommes étaient dignes de confiance. Mais elle avait déjà vu et entendu des choses très étranges dans sa vie. Était-ce si incroyable? Et après tout, quel autre choix avait-elle? Elle n'avait pas 60 000 dollars. Elle a donc accepté de rembourser sa dette à Marshall, Carter & Dark et de faire tout ce que cela impliquait. Les responsables lui ont assuré que tout ce qu'elle avait à faire était de se détendre et de se relaxer, et qu'il s'occuperait du reste. Valérie ne se souvint pas de grand-chose après ce jour-là, mais elle se réveilla dans l'obscurité. Elle ne pouvait bouger aucune partie de son corps à part ses yeux. Quand elle a revu la lumière, elle s'est souvenue avoir été sur scène.
face à une foule de personnes qui brandissaient des pancartes de vente aux enchères, pendant qu'un commissaire-priseur plein d'entrain énumérait les nombreux avantages d'un produit qu'elle ne pouvait pas voir. Certains mots et phrases lui sont revenus, entièrement articulés et très maniables. Agréable au toucher, pas une tache sur elle, ne répond jamais. Elle vous regardera toujours droit dans les yeux. Au final, quelqu'un a gagné, elle a été replacée dans l'obscurité. Les années ont passé, les inconnus l'ont plongée dans l'obscurité et l'en ont sorti. Elle portait des vêtements différents et on l'appelait par des noms différents. Elle ne bougeait que lorsqu'on le lui permettait. Petit à petit, elle a oublié la personne qu'elle était auparavant. Les jours se succédèrent et se ressemblèrent. Tout était devenu un flou obscur, ponctué de brefs éclairs de lumière. Les années devinrent des décennies. Elle n'a jamais dit un mot. Elle avait oublié ce que c'était que de pouvoir parler. Mais un jour, dans l'obscurité, 2 étrangers en tenue opérationnelle noire sont apparus et l'ont regardé avec un regard oscillant entre pitié et dégoût. À partir de ce moment-là, elle a retrouvé un nouveau nom pour combler ce vide. Désormais, elle était SCP-446. Les documents relatifs au SCP-446 sont aussi mystérieux que déroutants, et nous ne pouvons que faire des hypothèses sur le processus exact qui a conduit à la création du SCP-446, puisque les vendeurs malhonnêtes de Marshall, Carter & Dock Ltd. Ne semblent pas disposés à partager leurs secrets avec quiconque en dehors de leur organisation. Mais ce que les chercheurs de la Fondation SCP ont découvert grâce à des observations sérieuses et empiriques, c'est que le SCP-446 est un mannequin humanoïde mesurant 1m75 et pesant 52,16 kg. Elle est ou a peut-être été une femme caucasienne à la peau claire, semblant avoir une vingtaine d'années. Elle a des cheveux bruns, d'une longueur maximale de 17,78 cm, des yeux bleus brillants et le logo de Marshall, Carter & Dock tatoué dans le bas du dos. À bien des égards, elle possède toutes les caractéristiques d'un être humain vivant. Elle est en apparence anatomiquement parfaite, le teint et la texture de sa peau sont réalistes, la coloration de ses yeux et la clarté de sa sclérotique sont réalistes, et les chercheurs qui l'ont côtoyée affirment qu'elle dégage la chaleur d'un véritable être humain. Bien qu'il semble être vivant, le SCP-446 ne réagit pas aux paroles, n'a pas de pouls ou de battements cardiaques et ne semble même pas respirer. La question de savoir si le SCP-446 peut vraiment être considéré comme un être vivant reste ouverte parmi les chercheurs de la Fondation. Le SCP-446 est stocké dans la même boîte en métal que celle dans laquelle il a été trouvé. Elle est vide et ne comporte qu'un document précisant les mensurations pour ceux souhaitant se procurer leurs propres accessoires. Lorsque les agents de terrain de la Fondation l'ont découverte, ils ont tenté de la mettre en position assise. Cependant, ils ont découvert qu'elle réagissait à leur contact et s'asseyait d'elle-même. Pour qu'elle se recouche, il suffisait de pousser doucement sur ses épaules, depuis l'avant. Une étude plus approfondie a permis de découvrir que des stimuli tactiles ciblés pouvaient induire différents types de mouvements chez le SCP-446. Elle peut être amenée à se lever d'elle-même et par une légère pression appliquée sur le sommet de sa tête, elle peut être incitée à s'asseoir ou à se coucher d'elle-même. Vous avez peut-être aussi remarqué que les yeux du SCP-446 sont un peu étranges. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Ses yeux suivent la personne la plus proche d'elle dans la pièce, et elle essaie d'établir un contact visuel dans la mesure du possible. Ne vous en faites pas, on finit par s'y habituer. Ses membres sont également capables d'être manipulés à volonté, même dans des positions nécessitant un certain équilibre, comme se tenir sur une jambe. Cependant, si elle est poussée, elle perd immédiatement l'équilibre et tombe. Il semble que ces gestes soient aussi bien déterminés par l'intention de la toucher que par le contact à proprement parler. À défaut de pouvoir en apprendre davantage sur le SCP-446, un examen médical approfondi a été autorisé. Étant donné la nature humanoïde du SCP-446, le médecin chargé de l'examen a décidé de procéder de la même manière que pour les autopsies pratiquées sur des corps humains non anormaux. Le médecin a indiqué qu'il était perturbé par le fait que les yeux du SCP-446 continuaient à le suivre, même lorsqu'il préparait les instruments nécessaires à l'autopsie. Il a également remarqué la clarté presque effrayante de la peau du sujet. Il n'y avait pas une seule marque ou imperfection apparente, presque comme s'il s'agissait d'une poupée de porcelaine. Il n'y avait aucune rigidité ou lividité cadavérique, ni aucun signe de blessure ou de détérioration du corps. L'examen de la bouche a révélé une obstruction au niveau du haut de la gorge, une plaque de métal fixée au fond de sa bouche, reliée à la chair de toutes parts. La plaque bouge légèrement lorsqu'on la touche, mais ne peut pas être retirée. Des plaques similaires ont été installées dans les conduits auditifs, les narines et tous les autres orifices du corps, comme pour s'assurer que rien ne puisse entrer ou sortir du corps du SCP-446. Le docteur est ensuite passé à l'examen interne du SCP-446, en commençant par un certain nombre de radiographies. Celles-ci ont révélé plusieurs blocs de forme irrégulière à l'intérieur du corps du SCP-446, recouvrant des organes vitaux tels que le cœur, le cerveau, les reins et le foie.
La dissection a révélé que ces blocs étaient des boîtes de différentes formes et tailles, construites dans le même métal que les plaques d'obstruction. Ces boîtes sont reliées aux organes correspondants par une série de fils et de tubes. Le médecin constata que ni son scalpel, ni sa scie à fil n'avaient pu causer de dégâts sérieux aux boîtes, et qu'il est possible que les boîtes non seulement protègent le corps, mais lui permettent aussi de se déplacer, mais de façon limitée. Quelques obstacles physiques et psychologiques se sont présentés au cours de la dissection. Le SCP-446 a fait preuve d'un extraordinaire pouvoir de cicatrisation en réparant entièrement sa propre peau quelques minutes après avoir subi une incision en Y au niveau de la poitrine. Cela a rendu difficile une observation interne approfondie, et le médecin a refusé de procéder à des mutilations plus importantes, de peur que les dommages ne soient irréversibles. Cela a donc limité les avancées. Cependant, ce n'est pas la pire chose qui se soit produite pendant la dissection. Le docteur a indiqué que le SCP-446 le fixait tout le temps pendant qu'il faisait des incisions dans le corps, ce qui le dérangeait énormément. Et lors du processus de cicatrisation, la bouche du SCP-446 a bougé, comme s'il parlait en silence. Le docteur a laissé une note indiquant que cela pouvait suggérer un niveau élevé de conscience chez le SCP-446, bien que rien n'ait pu être prouvé de manière concluante à ce sujet. Le dossier du SCP-446 est relativement peu fourni, étant donné les exigences minimales de confinement de l'anomalie. Entre les analyses, elle est tout simplement enfermée dans sa boîte. Il y a cependant eu un accident marquant impliquant le SCP-446, qui a été rapporté par le Dr Sunderland, chercheur à la Fondation en 2010. L'événement, baptisé Incident 446-1, s'est déroulé dans la salle de stockage 6. Afin de préserver l'intimité de l'anomalie, elle avait été vêtue d'un uniforme standard de classe D, avant d'être replacée dans sa boîte pour la nuit. Un garde a signalé un étrange bruit sourd plus tard dans la soirée. Il a mené une enquête et a découvert que ce bruit provenait de l'intérieur de la boîte du SCP-446. Le Dr Sunderland a été appelé à ce moment-là et a supervisé l'ouverture de la boîte. Il s'est avéré que le SCP-446 tentait de se lever pour s'asseoir à l'intérieur de la boîte et se cognait la tête contre le couvercle en permanence. Enfin libéré, le SCP-446 s'est levé de son plein gré pour la première fois depuis le début de son confinement. Elle a pris une pose étrange, la tête inclinée et les poignets se touchant au-dessus de sa tête, comme si ses mains étaient attachées au niveau des poignets, ou qu'elle priait ou suppliait désespérément. L'expression de son visage a également changé pour la première fois, pour prendre un air de tristesse et de peur. Le Dr Sunderland a pu faire en sorte que le SCP-446 reprenne une position debout plus neutre, mais rien ne pouvait lui faire reprendre sa position allongée de façon permanente tant que l'uniforme de classe D ne lui avait pas été retiré. Il n'y a toujours aucune explication formelle quant à ce qui s'est passé, et les réponses sont peut-être trop horribles pour être envisagées. Pour cette anomalie particulière qui a été classée comme sûre, la chose la plus gentille à faire est peut-être de la laisser dans sa boîte. C'est du moins un traitement plus humain que celui prévu par Marshall, Carter et Dark. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-054, la nymphe d'eau, pour découvrir un autre SCP pour lequel la Fondation s'est donné beaucoup de mal afin d'essayer de mieux le comprendre. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.